La montagne, c'est toi. Introduction. Vaincre l'autosabotage pour libérer son véritable potentiel. Il arrive souvent de se sentir bloqué face à un obstacle en apparence insurmontable, sans réaliser que cette barrière est une création de son propre esprit. L'ouvrage de Brianna Wiest met en lumière une vérité à la fois inconfortable et profondément libératrice. La montagne qui barre la route n'est autre que soi-même. Ce livre explore avec finesse les mécanismes complexes de l'autosabotage, révélant comment les peurs enfouies et les traumatismes passés se transforment en murs invisibles. L'idée centrale repose sur la transformation de ces résistances internes en de puissants tremplins pour une croissance personnelle durable. Sa valeur pratique réside dans les outils concrets qu'il propose pour déconstruire ces schémas destructeurs au quotidien. En comprenant l'origine intime de ces blocages, il devient enfin possible de s'en affranchir définitivement. C'est une lecture indispensable pour quiconque souhaite reprendre la maîtrise de son destin et atteindre son plein potentiel. Chapitre 1. Pourquoi détruisons-nous nos propres chances de réussite? L'être humain possède une capacité fascinante à désirer ardemment une chose tout en mettant en place, de manière totalement inconsciente, les conditions exactes de son échec. Cette contradiction apparente soulève une question fondamentale sur la nature de nos actions et de nos motivations profondes. Bien souvent, on observe des individus brillants, dotés de toutes les qualités requises pour réussir, qui finissent par trébucher à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Ce phénomène, loin d'être une anomalie rare, est une expérience universelle connue sous le nom d'autosabotage. Pour le comprendre, il faut d'abord cesser de le percevoir comme une faiblesse de caractère ou un manque de volonté. L'autosabotage n'est pas une maladie, c'est un mécanisme de protection. Il s'agit d'une stratégie élaborée par l'esprit pour nous maintenir à l'abri d'un danger perçu, même si ce danger n'est autre que le succès, l'amour ou l'épanouissement. La métaphore de la montagne illustre parfaitement cette dynamique intérieure. Dans la nature, une montagne se forme lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, créant une pression si immense que la Terre n'a d'autre choix que de s'élever. De la même manière, notre montagne intérieure se dresse lorsque nos désirs conscients entrent en collision frontale avec nos peurs inconscientes. D'un côté, il y a la volonté d'avancer, de trouver un emploi gratifiant, de bâtir une relation saine ou d'améliorer sa santé. De l'autre, il y a la terreur de l'inconnu, la peur du rejet, ou la croyance limitante que l'on ne mérite pas le bonheur. Cette friction constante crée un blocage massif, une montagne psychologique qui semble impossible à franchir. Pourtant, cette montagne n'est pas un élément extérieur imposé par le destin. Elle est construite de toutes pièces par nos propres expériences passées, nos traumatismes non résolus et nos mécanismes d'adaptation devenus obsolètes. Pour déconstruire cette montagne, il est crucial d'examiner comment l'autosabotage se manifeste dans la vie quotidienne. Il prend souvent des formes subtiles et socialement acceptables. La procrastination en est l'un des exemples les plus courants. Remettre une tâche importante au lendemain n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de gestion des émotions. Face à un projet qui suscite de l'anxiété, la peur de l'échec ou la peur du jugement, l'esprit cherche une échappatoire immédiate. En repoussant l'échéance, on obtient un soulagement temporaire, mais on garantit un stress décuplé à long terme. Le perfectionnisme est un autre masque séduisant de l'autosabotage. En exigeant l'impeccabilité absolue, on se donne une excuse parfaite pour ne jamais achever un projet ou ne jamais le présenter au monde. Si l'œuvre n'est jamais terminée, elle ne peut pas être critiquée. Ainsi, le perfectionnisme protège l'ego, mais détruit l'accomplissement. Les relations interpersonnelles sont également un terrain fertile pour ces comportements destructeurs. Il n'est pas rare de voir des personnes enchaîner les relations toxiques tout en affirmant chercher un amour véritable et apaisé. Ce paradoxe s'explique par le fait que l'esprit humain est attiré par ce qui lui est familier, même si ce familier est douloureux. Si l'on a grandi dans un environnement chaotique, la paix et la stabilité d'une relation saine peuvent sembler ennuyeuses, voire menaçantes. L'inconscient va alors pousser l'individu à créer des conflits inutiles, à repousser un partenaire aimant, ou à saboter la relation pour retrouver le chaos familier dans lequel il sait comment survivre. C'est une tentative désespérée de garder le contrôle sur une situation en provoquant soi-même la rupture que l'on redoute tant. La première étape pour se libérer de ces schémas est de changer radicalement de perspective. Au lieu de se blâmer, de se culpabiliser ou de se traiter avec dureté, il convient d'adopter une attitude de curiosité bienveillante. L'autosabotage est comme un garde du corps trop zélé qui utilise des méthodes brutales pour nous protéger d'une menace qui n'existe plus. Il faut reconnaître que ces mécanismes ont été utiles à un moment donné de notre vie. Ils nous ont permis de survivre à des situations difficiles, de faire face à des traumatismes d'enfance ou de naviguer dans des environnements hostiles. Cependant, les outils qui nous ont aidés à survivre hier sont précisément ceux qui nous empêchent de nous épanouir aujourd'hui. Comprendre cela permet de remplacer la honte par la compassion, ouvrant ainsi la voie à une véritable transformation intérieure. Chapitre 2. Décoder les signaux cachés de nos émotions enfouies. Les émotions sont souvent perçues comme des forces imprévisibles qu'il faudrait maîtriser, voire étouffer, alors qu'elles constituent en réalité une boussole interne d'une précision redoutable.
Ignorer ces signaux revient à naviguer dans une tempête en détruisant délibérément ses propres instruments de bord. Dans une société qui valorise la rationalité à outrance et qui promeut une positivité parfois toxique, il est devenu courant de fuir tout inconfort émotionnel. On nous apprend très tôt à ravaler nos larmes, à dissimuler notre colère et à masquer notre tristesse derrière un sourire de façade. Pourtant, cette suppression systématique a un coût exorbitant sur notre bien-être physique et psychologique. Les émotions ne disparaissent pas simplement parce qu'on refuse de les regarder. Elles s'accumulent, fermentent et finissent par se manifester sous des formes bien plus destructrices. Chaque émotion, même la plus désagréable, porte en elle un message vital. La colère, par exemple, est souvent diabolisée, alors qu'elle est l'indicateur clair qu'une limite personnelle a été franchie ou qu'une injustice a été commise. Elle fournit l'énergie nécessaire pour se défendre et rétablir l'équilibre. La tristesse, quant à elle, signale la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui avait de la valeur, invitant au recueillement et à la guérison. L'anxiété, bien qu'épuisante, est une alerte du corps face à une situation perçue comme incertaine ou dangereuse, poussant l'individu à se préparer. Lorsque l'on refuse d'écouter ces messages, on se coupe d'une source d'informations inestimable sur ses propres besoins et ses propres valeurs. Le corps, incapable de faire circuler cette énergie émotionnelle, devient alors le réceptacle de ces tensions non résolues. C'est ainsi que naissent de nombreux maux physiques inexpliqués. Les douleurs chroniques, les tensions dans la mâchoire, les problèmes digestifs ou les migraines à répétition sont souvent le langage d'un corps qui crie ce que l'esprit refuse d'articuler. C'est le principe de la cocotte minute. Si la vapeur ne trouve aucune issue pour s'échapper régulièrement, la pression monte jusqu'à l'explosion. Cette explosion peut prendre la forme d'un épuisement professionnel sévère, d'une crise d'angoisse paralysante ou d'une explosion de rage disproportionnée face à un événement mineur. Pour éviter d'en arriver là, il est impératif de réapprendre à ressentir. Cela demande un courage immense, car cela implique de s'asseoir avec son propre inconfort, sans chercher à le fuir par la distraction, la surconsommation, le travail acharné ou d'autres comportements d'évitement. Le processus de traitement émotionnel commence par l'observation pure et simple. Il s'agit de remarquer la sensation physique qui accompagne l'émotion avant même d'y accoler une étiquette ou une histoire. Une boule dans la gorge, une poitrine oppressée, des mains moites. Ce sont des réactions physiologiques naturelles. Des études en neurosciences suggèrent que la durée de vie chimique d'une émotion dans le corps n'est que d'environ 90 secondes. Si une émotion dure plus longtemps, c'est parce que l'esprit l'alimente en ressassant des pensées, des souvenirs ou des scénarios catastrophes. En apprenant à observer la sensation physique sans la juger et sans s'y accrocher, on permet à l'onde émotionnelle de traverser le corps et de se dissiper naturellement, comme une vague qui s'écrase sur le rivage puis se retire. Un défi majeur dans ce processus, c'est d'apprendre à faire la distinction entre la voix de la peur et celle de l'intuition. Ces deux forces intérieures dictent souvent nos choix, mais elles opèrent de manière diamétralement opposée. La peur est bruyante, frénétique et urgente. Elle se base sur les traumatismes du passé pour anticiper les catastrophes du futur. Elle paralyse et pousse à la fuite. L'intuition, en revanche, est calme, ancrée et persistante. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle offre une certitude tranquille, même lorsque la voie à suivre est difficile ou impopulaire. Prenons l'exemple d'une décision professionnelle majeure, comme quitter un emploi stable pour lancer sa propre entreprise. La peur va générer des pensées en boucle sur la ruine financière et l'humiliation publique. L'intuition, elle, va procurer un sentiment profond d'alignement et de justesse, malgré les risques évidents. Apprendre à écouter cette voix douce au milieu du vacarme de nos angoisses est la clé pour cesser de se saboter et commencer à construire une vie authentique. Chapitre 3. Le cerveau face au changement. Une résistance naturelle. Le cerveau humain est une machine merveilleusement complexe, conçue avant tout pour assurer la survie de l'espèce plutôt que pour garantir le bonheur individuel. Cette programmation ancestrale explique pourquoi le moindre changement, même lorsqu'il est ardemment désiré et profondément positif, déclenche souvent une alarme interne assourdissante. Pour comprendre nos propres résistances, il faut plonger dans les rouages de notre biologie évolutive. Pendant des millénaires, la survie de nos ancêtres dépendait de leur capacité à anticiper les dangers, à mémoriser les menaces et à rester dans des environnements connus. L'inconnu était synonyme de danger de mort. Aujourd'hui, bien que nous ne soyons plus traqués par des prédateurs dans la savane, notre cerveau reptilien continue de fonctionner avec le même logiciel obsolète. Il perçoit toute nouveauté, toute sortie de la routine, comme une menace potentielle pour notre intégrité. L'esprit subconscient est le grand gardien de cette routine. Il enregistre toutes nos expériences, nos habitudes et nos croyances depuis l'enfance, et crée des schémas neuronaux solides pour automatiser nos comportements. Son objectif principal est d'économiser de l'énergie en rendant la vie prévisible. Ainsi, lorsque l'on décide consciemment de changer de vie, de se lever plus tôt, de manger plus sainement ou de mettre fin à une relation destructrice, le subconscient se rebelle. Il préfère de loin une misère familière à un bonheur inconnu. La douleur que l'on connaît est rassurante car on sait comment y survivre.
La joie que l'on ne connaît pas est terrifiante car elle est imprévisible. C'est cette dynamique qui explique pourquoi tant de résolutions s'effondrent après quelques jours et pourquoi il est si difficile de briser le cycle de l'autosabotage. Un concept psychologique fascinant permet d'éclairer cette résistance, celui de la limite supérieure. Chaque individu possède une sorte de thermostat interne qui régule la quantité de bonheur, de succès ou d'amour qu'il s'autorise à ressentir. Cette limite est souvent fixée très tôt dans la vie, en fonction de l'environnement familial et des expériences passées. Lorsque les choses vont exceptionnellement bien et que l'on dépasse cette limite supérieure, une angoisse sourde commence à s'installer. Le cerveau, désorienté par ce niveau de bien-être inhabituel, cherche désespérément à ramener la situation à son point d'équilibre familier. C'est à ce moment précis que l'autosabotage entre en scène. On va soudainement déclencher une dispute absurde avec un partenaire aimant, dépenser de manière compulsive l'argent que l'on venait d'épargner, ou tomber mystérieusement malade la veille d'une présentation cruciale. On détruit le bonheur pour retrouver le confort de l'anxiété familière. Heureusement, cette programmation n'est pas une fatalité inéluctable. La science moderne a mis en évidence le phénomène de la plasticité cérébrale, prouvant que le cerveau conserve la capacité de se remodeler et de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cependant, ce remodelage demande du temps, de la patience et une stratégie adaptée. Tenter de changer radicalement du jour au lendemain est la meilleure façon de déclencher une réaction de panique de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Pour contourner cette résistance naturelle, il faut avancer à pas de loup. La méthode des petits pas, ou l'amélioration continue, est redoutablement efficace. En introduisant des changements minuscules et presque imperceptibles, on n'éveille pas les soupçons du système d'alarme interne. Imaginons une forêt dense. Les vieilles habitudes toxiques sont comme de larges autoroutes goudronnées qui traversent cette forêt. Il est facile et rapide de les emprunter. Les nouvelles habitudes saines, en revanche, sont comme un chemin qu'il faut défricher à la machette à travers les ronces. La première fois, la progression est lente, douloureuse et épuisante. Mais à force de repasser chaque jour sur ce nouveau sentier, les ronces disparaissent, la terre se tasse, et le chemin devient de plus en plus praticable. Pendant ce temps, l'ancienne autoroute, laissée à l'abandon, finit par être recouverte par la végétation. C'est exactement ainsi que fonctionne la reprogrammation neuronale. La répétition constante de petites actions positives finit par créer de nouveaux circuits par défaut. Il ne s'agit pas de combattre son cerveau, mais de l'apprivoiser avec douceur et persévérance, en lui prouvant jour après jour que le changement est non seulement sûr, mais profondément bénéfique. Chapitre 4. Faire le deuil de son ancienne identité pour avancer. Avancer vers une nouvelle version de soi-même exige un sacrifice inévitable. Celui d'accepter de laisser mourir l'identité à laquelle on s'est si longtemps accroché. Ce processus de deuil intérieur est souvent l'étape la plus douloureuse, mais aussi la plus nécessaire, de toute transformation véritable. On parle beaucoup de la joie de devenir une meilleure personne, mais on omet souvent de mentionner la tristesse profonde qui accompagne l'abandon de ce que l'on était. Pendant des années, nos blessures, nos échecs et nos mécanismes de défense ont façonné notre manière d'interagir avec le monde. Ils sont devenus notre carte de visite, notre histoire personnelle. Renoncer à l'autosabotage, c'est accepter de perdre cette histoire familière pour plonger dans le vide vertigineux d'une page blanche. Il est très fréquent de s'attacher à sa propre souffrance. Le rôle de la victime, bien qu'inconfortable, offre des avantages cachés indéniables. Il attire l'attention, suscite la compassion de l'entourage et, surtout, dispense de la lourde responsabilité de prendre sa vie en main. Se définir à travers ses traumatismes ou ses malchances permet de justifier son immobilité. Je suis la personne qui n'a jamais de chance en amour. Je suis celui qui n'arrive jamais à perdre du poids. Je suis celle qui est toujours trahie. Ces étiquettes agissent comme des boucliers protecteurs. Si l'on décide soudainement de guérir, de réussir et d'être heureux, qui devient-on? Cette perte de repères identitaires provoque une crise existentielle silencieuse. Le vide laissé par l'ancienne identité est si effrayant que beaucoup préfèrent faire marche arrière et retourner à leurs anciens démons plutôt que d'affronter cette traversée du désert. Pour traverser cette période de transition, le pardon envers soi-même est une arme indispensable. Il est facile de regarder son passé avec mépris, de ressentir de la honte pour les opportunités gâchées, les relations détruites ou le temps perdu à se saboter. Pourtant, cette autocritique féroce ne fait que renforcer le cycle de la haine de soi. Il est fondamental de comprendre que l'ancienne version de soi a fait exactement du mieux qu'elle pouvait avec le niveau de conscience, les outils émotionnels et les ressources dont elle disposait à ce moment précis. Les comportements destructeurs d'hier étaient des tentatives maladroites de survie. Remercier cette ancienne version pour avoir tenu le coup, tout en lui expliquant avec douceur que ses services ne sont plus requis, est un acte de libération puissant. C'est en embrassant son passé avec compassion qu'on lui retire son pouvoir de nuisance sur le présent. Se libérer du passé ne signifie pas l'effacer de sa mémoire, ce qui serait impossible, mais plutôt lui retirer sa charge émotionnelle paralysante. C'est comme déposer un sac à dos rempli de pierres que l'on portait depuis des décennies sans même s'en rendre compte. Une fois ce fardeau allégé, la posture change,
La respiration se fait plus ample, et le regard peut enfin se porter vers l'horizon. Ce lâcher-prise permet de passer d'un état de survie chronique à un état d'épanouissement. Dans l'état de survie, l'individu est constamment sur la défensive, réagissant de manière impulsive aux stimuli extérieurs, toujours à l'affût d'une menace. Dans l'état d'épanouissement, l'individu devient proactif. Il ne subit plus son environnement, il le façonne. Il agit à partir d'un espace de sécurité intérieure, de créativité et de confiance. Ce passage de l'ombre à la lumière nécessite d'accepter de traverser le vide. Pendant un certain temps, on ne se sentira plus tout à fait l'ancienne personne, mais on ne sera pas encore totalement la nouvelle. C'est une zone de turbulence, un espace liminal où le doute règne en maître. Il est crucial de ne pas chercher à remplir ce vide frénétiquement par de nouvelles distractions ou de nouvelles dépendances. Il faut apprendre à s'asseoir dans ce silence intérieur, à tolérer l'incertitude, et à laisser la nouvelle identité germer à son propre rythme. C'est dans ce terreau apparemment aride que prennent racine les fondations les plus solides d'une vie authentique et alignée avec ses aspirations les plus profondes. Chapitre 5. Cultiver l'intelligence émotionnelle au quotidien sans s'épuiser. La véritable intelligence émotionnelle ne consiste pas à afficher un calme olympien en toutes circonstances, mais plutôt à développer une capacité d'adaptation fluide face aux turbulences inévitables de l'existence. C'est un art subtil qui demande de la pratique, de la patience et une profonde bienveillance envers ses propres vulnérabilités. Trop souvent, on confond la maîtrise de soi avec la répression de ses sentiments. On imagine que la personne émotionnellement intelligente est celle qui ne se met jamais en colère, qui ne pleure jamais et qui reste stoïque face à l'adversité. Cette vision est non seulement erronée, mais elle est aussi dangereuse. L'objectif n'est pas de devenir un robot insensible, mais de devenir un observateur conscient de son propre paysage intérieur, capable de ressentir intensément sans se laisser submerger ni dicter ses actions par la panique. Pour bâtir cette résilience émotionnelle, il faut d'abord élargir ce que les psychologues appellent la fenêtre de tolérance. Il s'agit de la zone optimale dans laquelle un individu peut faire face au stress du quotidien tout en restant ancré et capable de réfléchir rationnellement. Lorsque l'on sort de cette fenêtre, on bascule soit dans l'hyperactivation anxiété, colère, panique, soit dans l'hypoactivation engourdissement, dépression, dissociation. L'autosabotage se produit presque exclusivement lorsque l'on se trouve en dehors de cette zone de tolérance. Élargir cette fenêtre nécessite de prendre soin de son système nerveux au quotidien. Cela passe par des pratiques fondamentales souvent négligées, un sommeil de qualité, une alimentation nourrissante, du mouvement physique régulier et des moments de silence. Il est impossible de réguler ses émotions si le corps est chroniquement épuisé. Le repos n'est pas une récompense pour avoir bien travaillé, c'est le prérequis absolu à toute stabilité psychologique. Un aspect crucial de cette intelligence émotionnelle est la gestion des pensées intrusives. L'esprit humain produit des dizaines de milliers de pensées par jour, et une grande partie d'entre elles sont négatives, irrationnelles ou catastrophistes. Le piège de l'autosabotage consiste à croire que chaque pensée est une vérité absolue ou une prémonition. Il est vital d'apprendre à se désidentifier de son flux mental. Une pensée n'est qu'un événement mental éphémère, un nuage qui traverse le ciel de la conscience. Si l'on pense soudainement je vais rater cet entretien et finir à la rue, il ne s'agit pas d'un fait, mais d'une simple projection générée par l'anxiété. En observant cette pensée avec détachement, en se disant simplement tiens, mon cerveau produit une pensée angoissante en ce moment, on lui retire immédiatement son pouvoir de nuisance. On crée un espace de liberté entre le stimulus et la réaction. L'établissement de limites saines est un autre pilier fondamental pour ne pas s'épuiser émotionnellement. On ne peut pas verser à boire à partir d'une carafe vide. Dire oui à tout le monde par peur de déplaire ou par besoin d'approbation est une forme insidieuse d'autosabotage qui mène inévitablement à l'épuisement et au ressentiment. Poser des limites claires, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale ou amicale, est un acte de préservation de soi. Cela implique d'accepter de décevoir les autres à court terme pour se respecter soi-même à long terme. Mais les limites les plus importantes sont souvent celles que l'on doit se fixer à soi-même. Limiter son temps passé sur les réseaux sociaux, s'interdire de travailler après une certaine heure, ou refuser de s'engager dans des dialogues intérieurs dénigrants. Enfin, la pratique de l'autocompassion est le ciment qui maintient l'ensemble de cet édifice émotionnel. Face à un échec ou à une rechute dans de vieux schémas, la réaction par défaut est souvent l'autoflagellation. La voix du critique intérieur se déchaîne, persuadée que la punition est le seul moyen de s'améliorer. Pourtant, toutes les études montrent que la honte est un piètre moteur de changement. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et le même soutien que l'on offrirait naturellement à un ami cher traversant une épreuve similaire. C'est remplacer la voix du juge implacable par celle d'un avocat bienveillant. En cultivant cette douceur envers soi-même, on crée un environnement intérieur sécurisant, propice à la prise de risque, à l'apprentissage et à la croissance continue. Chapitre 6. Transformer la vision en action concrète et durable. La compréhension intellectuelle de ses propres blocages n'est qu'une première étape qui reste stérile si elle ne s'accompagne pas d'une mise en mouvement concrète.
La véritable magie opère lorsque les prises de conscience se transforment en habitudes quotidiennes, profondément ancrées dans la réalité matérielle. Il est très facile de tomber dans le piège de la suranalyse, de lire des dizaines de livres sur le développement personnel, de comprendre parfaitement les origines de ses traumatismes, et pourtant de ne rien changer à sa vie quotidienne. L'action est l'antidote absolu à l'anxiété et à la stagnation. Cependant, passer de la théorie à la pratique demande une stratégie intelligente, car la force de volonté pure est une ressource limitée qui s'épuise rapidement face aux défis du quotidien. L'une des plus grandes illusions concernant le changement est le mythe de la motivation. On attend souvent de se sentir prêt, inspiré ou débordant d'énergie pour commencer à agir. On espère qu'une révélation soudaine viendra balayer tous les doutes. La réalité est que la motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est inconstante et éphémère. Elle est présente le matin et disparaît le soir. S'en remettre à la motivation pour transformer sa vie est la garantie d'un échec cuisant. Ce qui construit le succès à long terme, c'est la discipline et la mise en place de routines solides. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'y est pas. C'est un muscle qui se développe par la pratique régulière. En créant des systèmes fiables, on élimine le besoin de prendre des décisions constantes, ce qui préserve l'énergie mentale pour les tâches véritablement importantes. Pour contourner la résistance naturelle du cerveau au changement, la stratégie des micro-habitudes est d'une efficacité redoutable. Plutôt que de se fixer des objectifs grandioses et intimidants, il s'agit de viser une amélioration de 1% chaque jour. Si l'objectif est de se remettre au sport, décider de courir 1 heure par jour du jour au lendemain est le meilleur moyen de se décourager au bout d'une semaine. En revanche, s'engager à marcher 10 minutes par jour, ou simplement à enfiler ses chaussures de sport tous les matins, est un objectif si modeste qu'il est impossible d'y échouer. Ces petites victoires quotidiennes déclenchent la libération de dopamine dans le cerveau, renforçant le circuit de la récompense et construisant progressivement la confiance en soi. Au fil des semaines, ces micro-actions s'accumulent et produisent des résultats spectaculaires grâce à la force des intérêts composés. L'aménagement de son environnement joue également un rôle déterminant dans la pérennité des nouvelles habitudes. L'être humain est profondément influencé par le contexte dans lequel il évolue. Si l'environnement est en contradiction avec les objectifs fixés, la lutte sera épuisante. Le principe est simple. Il faut rendre les bonnes habitudes aussi faciles et accessibles que possible, et rendre les mauvaises habitudes difficiles et contraignantes.